France Inter. Merci Marion Ferrer. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, Françaises, Français. Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, la judéo-obsession et la concurrence victimaire. Dans Enquête de politique, nous tentons de décortiquer les termes des débats qui nous agitent, de donner des clés historiques ou théoriques s'agissant des mots ou des concepts utilisés dans la grande conversation nationale, des mots, des concepts, souvent des ismes brandis à tort et à travers, plus comme des bannières, des drapeaux que comme des idées, parfois utilisées comme des projectiles, des munitions plutôt que comme des éléments, des briques de construction d'une pensée claire nécessaire à la compréhension des problèmes et des choix qu'une démocratie doit traiter. Et aujourd'hui, j'ai invité les deux auteurs de deux livres qui justement s'attachent à la définition des mots, des vocables qui peuplent nos débats. Guillaume Erner, que vous connaissez bien si vous êtes adepte de la matinale de France Culture, puisqu'il en est l'animateur tous les matins de la semaine. Guillaume Erner a lui inventé un mot, la judéo-obsession. C'est le titre de son livre chez Gallimard, drôle et érudit, très personnel et très politique aussi. Et puis avec nous également Sophie Bessis, historienne et journaliste, ancienne rédactrice en chef de Jeune Afrique. Sophie Bessis décortique par le menu un terme piège, une construction devenue centrale dans nos débats. C'est dans un livre qui sort très bientôt, le 12 mars, Civilisation judéo-chrétienne, voilà le vocable en cause, et le sous-titre « Histoire d'une imposture » aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de la judéité dans le débat politique. La question est réapparue centrale après le 7 octobre, l'explosion de l'antisémitisme, parfois la surutilisation de l'accusation d'antisémitisme, l'amalgame juif-israélien, la concurrence victimaire israélo-palestinienne qui fait écho à d'autres concurrences victimaires, juifs et musulmans chez nous, qui font elles-mêmes écho à un regain de l'assignation ou de la revendication identitaire sur des bases religieuses. Nous allons nous appuyer sur ces deux ouvrages, Judéo-obsession de Guillaume Erner et Civilisation judéo-chrétienne, l'histoire d'une imposture de Sophie Bessis, pour aborder tous ces sujets. Nous nous servirons aussi d'un autre de vos livres, Sophie Bessis, La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands, qui vient de ressortir chez Rive-Neuve. Les références de ces trois livres sont bien sûr sur la page de l'émission du site de France Inter. Des sujets abrasifs, passionnels, des sujets qui déchirent les familles et les amis, vous l'avez peut-être éprouvé dans votre entourage, des sujets instrumentalisés sur certains plateaux de télépolarisateurs, sur les réseaux sociaux et par une partie de la classe politique qui se nourrit des concurrences victimaires et les alimente. Un sujet que nous allons essayer, c'est l'ambition de cette émission, de décortiquer sereinement avec Sophie Bessis et Guillaume Erner. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors on va commencer par vous Guillaume Erner. Expliquez-nous ce terme judéo-obsession, c'est le titre de votre livre et il y a un S à judéo-obsession. Oui. Parce que ce mot m'est venu ici, à la Maison de la Radio. Donc, comme vous l'avez dit, je suis journaliste et j'anime la matinale tous les jours. Il fut une époque, il était question des Juifs. Et je ne parle pas des Juifs pendant le conflit israélo-palestinien, où là, je comprends l'intérêt du mot. Mais les Juifs étaient dans l'actualité, à tout propos, alors qu'il n'était pas du tout question de Juifs. Ça a commencé, par exemple, avec Dieudonné. On a eu droit ensuite à des histoires de Juifs, d'antisémitisme pendant la question des Gilets jaunes, puis pendant la période du Covid, avec la question du vaccin, et alors même que les Juifs n'avaient rien à y faire. Or, le mot antisémitisme est un mot complexe à manier, qui est lourd de sens, qui équivaut également à une condamnation, puisque ça n'est pas une opinion, c'est un crime. Je me suis dit qu'il fallait forger un autre mot. Ce mot, c'est le mot de judéo-obsession. Alors, je me l'applique à moi-même, je vous rassure. Oui, vous êtes judéo-obsédé. Je suis judéo-obsédé de naissance, tout simplement parce que mes parents ne parlaient que de ça. C'était des enfants cachés pendant la Shoah. Ils ont perdu une grande partie de leur famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'étais dans une famille en deuil. Mais
ma judéo-obsession n'est pas exactement la judéo-obsession des autres. Et si vous voulez, maintenant que les Juifs ont conquis leur droit à la différence, assez chèrement, je me suis dit qu'il n'était pas inintéressant de réfléchir à ce jour où ils pourraient avoir le droit à l'indifférence. Et alors, ce qui m'a frappé au début de votre livre, c'est que vous parlez de votre jeunesse, donc de la judéo-obsession de vos parents, et évidemment on le comprend, puisqu'ils sont finalement les enfants de rescapés. Une grande partie de votre famille a disparu dans les camps et au moment de la Shoah, mais vous dites, vous avez vécu dans le Marais, un quartier de Paris qui était peuplé de nombreux juifs après la guerre, et vous dites que quand vous étiez jeune, vous vouliez être blanc, vous ne vous sentiez pas blanc. Alors ça paraît étonnant parce que aujourd'hui, on y reviendra, aujourd'hui, finalement, les Juifs, ou Israël, et cet amalgame, vous le dénoncez aussi, sont présentés comme la pointe, finalement, de la blanchité. Oui, ce qui représente un choc pour moi, d'abord, il m'a fallu quelques années pour comprendre que j'étais juif et que Notre-Dame ne m'appartenait pas. Une fois que ça a été posé, j'ai compris que ma famille n'était pas une famille normale, que ce n'était pas normal, par exemple, que ma tante et ma mère passent la ligne de démarcation alors qu'elles avaient 10 et 5 ans et qu'elles racontent tous les soirs des histoires de guerre où elles avaient failli mourir. Mon père était un petit garçon de 13 ans qui ne portait pas l'étoile jaune et il livrait du tissu tous les jours. Ça n'était pas normal. Et ce que l'on m'a expliqué sans cesse, c'est qu'on n'était pas comme les autres, parce qu'on était juif, parce qu'on était à gauche. On était très très à gauche. Famille communiste. Famille stalinienne, grands-parents staliniens pragmatiques, puisqu'ils avaient compris qu'il valait mieux être juif et stalinien en France plutôt qu'en Union soviétique. Mais mon grand-père avait fait... Juif et communiste ou juif et stalinien ? C'est pas tout à fait pareil. Ils étaient plus que communistes. Mon grand-père, par exemple, était extrêmement dur sur la ligne du PC, mais il n'était pas pour autant revenu en Union soviétique. Et on était également juifs pro-palestinien, c'est-à-dire qu'il lisait la revue d'études palestinienne. Alors, juif bundiste, il faut peut-être expliquer ce terme. On l'a expliqué déjà dans une autre émission. Il va falloir qu'on l'explique, c'est-à-dire qu'effectivement, les bundistes, au sein donc de la Pologne avant-guerre, étaient le parti socialiste juif, un parti qui considérait qu'on allait pouvoir sauver les Juifs et l'humanité tout entière et que les Juifs allaient pouvoir rester en Pologne. Un parti plutôt un syndicat. C'était une sorte de parti qui, les travailleurs vous juifs, savez, fournissait une sorte d'utopie et de cadre global à tous ces gens. Il ne reste plus beaucoup de bundistes puisque ceux-ci mais ils étaient anti-sionistes, en tout cas, ils n'étaient pas au début, ils n'étaient pas pour l'instauration d'Israël. Bon, c'était avant, évidemment, la Shoah. Ils considéraient qu'il y avait une vie juive en Pologne et que cette vie juive en Pologne était une possibilité concrète. Et évidemment, ils ont été détrompés. Vous savez, ils ont donné naissance à cette vieille plaisanterie. Les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à New York. Sophie Bessis. Non, juste un mot sur le Bund, parce que c'est un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle mouvement ouvrier juif. Je crois que le terme... C'est pour ça que je disais syndical. Le terme d'ouvrier, et c'est pas seulement la Pologne, c'est tout, en fait, le judaïsme yiddish de la zone de résidence, de l'ex-zone de résidence, c'est-à-dire Pologne, Ukraine, Lituanie. Et c'est très intéressant parce que c'était pas forcément une utopie. Je crois qu'il y a eu un monde yiddish, une culture yiddish incontestable. Et que demandait le Bund ? Une nationalité culturelle. En fait, non pas une nationalité territoriale, et donc c'est pourquoi ils ont fait partie des anti-sionistes ou des non-sionistes, mais la revendication était celle d'une nationalité culturelle. Nous avons une personnalité culturelle, le Yiddishland, et nous voulons qu'elle soit reconnue. Et je crois que c'est vraiment ça, le Bund. Oui, c'était une vie juive. Alors effectivement, comme le dit Sophie, ces gens-là parlaient yiddish. Le yiddish, c'est pas une langue morte, c'est une langue de gens qui sont morts. Le yiddish était une vie culturelle très riche. Malraux était traduit en yiddish. La plupart des auteurs français étaient traduits en yiddish. Quand mes grands-parents sont venus en France, à Paris, il y avait un quotidien yiddishophone, la Naïe Presset. Et donc, il faut imaginer une vie de gens qui étaient tous des prolos. C'était des gens extrêmement pauvres. Les grands-parents ont connu une existence misérable d'immigrés clandestins, par ailleurs, puisqu'ils arrivent avant-guerre, et pour des raisons que vous imaginez, ils n'ont pas eu de nationalité française avant 1945. Et c'était des gens qui étaient sur un pied d'égalité
communistes et juifs, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à choisir entre les deux. D'ailleurs, je cite Léopold Trepper, qui était donc l'un des fondateurs d'un réseau d'espionnage, l'Orchestre Rouge, qui disait « Je suis communiste parce que je suis juif ». C'était une sorte d'automatisme chez eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, entendre dire que les juifs ne sont pas à gauche, que les juifs sont effectivement du côté donc du manche, du côté des dominants, c'est quelque chose qui m'étonne, puisque moi, on m'a toujours montré avoir le contraire. Et je crois que pour Sophie, c'est exactement la même chose, même si je dois vous dire que Sophie n'est pas ashkénaze, elle est séfarade. Séfarade, les meilleurs amis des juifs, comme disent les ashkénazes. Moitié indigène local. Parce que il y a... je voudrais... Non, les séfarades sont les juifs originaires d'Espagne. C'est tout. Et au Maghreb, comme dans le reste du monde arabe, les juifs misrahim sont des juifs indigènes, locaux. Et c'est pourquoi, moi, je revendique le terme de juif arabe. Je suis moitié-moitié. En fait. Et alors, l'exemplaire que vous avez sur ce plateau est un exemplaire non pas unique, d'autres amis le sont. Encore. L'exemplaire les derniers des judéo-arabes. Les derniers des judéo-arabes, c'est un exemple, si vous voulez, d'une vie qui s'est bien passée jusqu'à la décolonisation 1967, les derniers moments où il existait encore une possibilité d'une vie juive dans le monde arabe. Non, mais Sophie Bessis, vous rentrez à peine de Tunisie, je rentre vous avez toujours un appartement avant-hier de Tunis. À Tunis, j'ai ma maison. J'ai la nationalité tunisienne, j'ai une double nationalité, je suis tunisienne et je suis française par naturalisation. J'ai été française à l'âge de 30 ans, je veux dire, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais une carte de séjour en France. Donc, disons que j'ai une trajectoire qui n'est pas tout à fait la même. Peut-être ce qui peut rapprocher, c'est qu'effectivement, mes parents étaient communistes, et donc je viens d'une famille communiste qui a été assez vite anti-stalinienne. Bon. Les tiens avaient mieux compris. Assez rapidement anti-stalinienne. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume sur une petite chose, en disant, je suis en colère, d'une certaine façon, quand on dit que les Juifs ne sont pas à gauche. Mais il y a eu un glissement. Et il ne faut pas oublier, historiquement, ce glissement, je crois que celui qui l'a bien décrit sur le plan historique, c'est Enzo Traverso dans La fin de la modernité juive, qui est un livre qui montre qu'effectivement... il a une grosse dizaine d'années, il était sorti à la découverte, si mes souvenirs sont bons. Et donc, qui dit, mais pourquoi les 90% des intellectuels juifs jusqu'aux années 1960 étaient à gauche, jusqu'à l'après-deuxième guerre mondiale, et que les intellectuels juifs d'aujourd'hui, ce sont les Kissinger, ce sont... d'autres que je ne citerai pas en France, et qui sont nettement à droite. Il y a eu un glissement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il y a eu un glissement avant tout parce que la gauche s'est détournée de ces juifs. Et si vous voulez, pour moi, je date ça. Alors, j'ai pas le même calendrier que Sophie. Mais si vous voulez, pour moi, l'épisode traumatique, à titre personnel, ça a été aux Zaratora. Aux Zaratora, on s'en souvient, c'est 2012. L'école à Toulouse. Un homme que je veux pas nommer entre dans une école juive et tue 2 petites filles et leur papa parce qu'ils sont juifs. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des enfants juifs sont tués parce que juifs. Et là, on est extrêmement peu à réagir et la gauche ne nous aide pas. Je dis nous. Vous en réalité, je devrais dire les Français. Solitude. Je ne sens pas de solidarité, alors même que si on se reporte à quelques événements avant, Copernic, l'attentat contre la synagogue de Copernic, Carpentras, tout le pays est dans la rue. Le président, mon président de la République est dans la rue. Là, à Zaratora, on est tout seul, y compris dans les médias. Thomas Legrand, c'est-à-dire que moi, à l'époque, je bossais à Canal, alors même que j'appelle ma rédaction en disant « c'est un attentat antisémite, il faut casser l'antenne », on me dit « tut, on se s'affole pas, on attend », alors même que vous connaissez les journalistes, ils sont très prompts à expliquer que Michel Sardou est mort avant même qu'il ne meure. Voilà ce que je retiens de cet épisode. Ce soir, nous nous intéressons à la judéo-obsession et à la concurrence victimaire avec Guillaume Erner et Sophie Bessis. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Je voudrais continuer, Guillaume, sur votre livre et sur le 7 octobre. Il y a quand même dans la judéo-obsession et dans la réinstallation, vous disiez tout à l'heure que le fait juif, ne parlons pas de la question juive, ce mot nous blesse, enfin on n'arrive pas à le prononcer pour des raisons historiques, on va y venir aussi. Mais le sujet juif était omniprésent, vous nous l'avez expliqué, mais à partir du 7 octobre, il se passe autre chose quand même. Le 7 octobre, c'est une peine terrible. C'est d'abord la peine du 7 octobre. C'est pas une peine abstraite. J'ai
un vieil oncle à Ashdod, donc à 30 km de la bande de Gaza, et les roquettes qui tombent, ce sont les roquettes qui tombent sur mon oncle qui est trop vieux pour aller aux abris. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dans ma chair. Mais c'est aussi, si vous voulez, une accusation de sioniste qui est une accusation complètement délirante, puisque j'appartiens à une famille qui n'a jamais été sioniste, si on considère que le terme sioniste veut dire aller en Israël, ils n'ont jamais voulu aller en Israël. C'est une famille qui a toujours été extrêmement critique vis-à-vis de la droite israélienne et vis-à-vis de la politique de colonisation, qui n'a pas eu de mots assez durs, parfois même trop durs, s'agissant de mon père, considérant la politique israélienne. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu la moindre tendresse, c'est un euphémisme, pour Netanyahou. Et si vous voulez, soudainement, dans les lettres qu'on reçoit à la radio, Thomas Legrand reçoit des lettres, moi j'en reçois, me voici traité de sioniste et ensuite traité de génocidaire, alors même que cette politique, à chaque fois que j'allais en Israël voir ma famille, je leur disais « qu'est-ce qui va arriver à Gaza ?» Et je voyais bien que les gens avaient la tête enfouie dans le sable. Qu'ils ne voyaient pas la spécificité de Gaza. Mais si vous voulez, je l'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu et je me retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés comme si c'est moi qui co-dirigeais. Et vous dites même, c'est intéressant, vous dites, ce sont les Juifs qui m'obsèdent, pas Israël. J'ai à l'égard du gouvernement israélien la même attitude que vis-à-vis du gouvernement kényan ou maltais. Il m'est rigoureusement étranger. Mais écoutez ce que dit Netanyahou juste après la mise en cause de sa politique par le tribunal pénal international. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Il y a 130 ans, l'officier juif français Alfred Dreyfus a été accusé à tort de trahison par un tribunal français partial. Aujourd'hui, un tribunal international de La Haye, également dirigé par un juge français, réitère cette offense scandaleuse. Alors, vous dites avoir le même intérêt pour ce que dit le gouvernement israélien que ce que dit le gouvernement maltais ou kényan. Simplement, le gouvernement israélien, dans ce qu'il est en train de faire en ce moment, et finalement, le fait en votre nom, parce que vous êtes juif, en mon nom, parce que je suis un démocrate occidental. Il dit qu'il est à la pointe du combat de l'Occident contre l'obscurantisme islamiste terroriste. C'est en notre nom. Est-ce que on doit, en notre nom, je crois que vous pas accepter. Je crois que vous connaissez la politique Thomas Legrand. On ne peut pas empêcher Netanyahou de faire de la politique et d'en faire vulgairement, puisque c'est le style du personnage. Donc évidemment, d'utiliser des termes qui n'ont strictement rien à faire dans cette histoire, antisémitisme et Dreyfus, on sait bien que ça n'est pas le cas, mais pour autant, si vous voulez, jamais personne de sérieux n'a considéré que la critique du gouvernement israélien, quel qu'il soit, relevait de l'antisémitisme. Et donc l'idée qu'il serait tabou de critiquer Israël est évidemment une idée erronée. À chaque fois que j'entends dire que c'est impossible de critiquer Israël, j'invite par exemple à entendre les antennes de France Inter et France Culture, où les critiques depuis le 7 octobre n'ont pas manqué. Heureusement, et évidemment, sur France Culture, j'ai hébergé par exemple un journaliste palestinien à Gaza qui a pu commenter les faits, Dominique Hédé également a commenté les faits, pas en tant qu'invité, mais en tant que chroniqueur salarié, donc ça n'est pas du tout ce qui s'est produit. Alors je voudrais aussi, je vous donnerai la parole après, on va parler plus de votre livre Sophie Bessis, mais je voudrais aussi que vous me parliez de ce terme que vous avez aussi inventé. Vous inventez les termes, c'est intéressant, le judéocène. Oui, parce que là aussi, je me suis rendu compte, si vous voulez, que pour beaucoup de personnes, nous n'étions plus dans la critique rationnelle d'Israël. Qu'on critique la politique de l'État hébreu, c'est parfaitement cachère, ça me va complètement. Que l'on considère que la totalité des malheurs du monde viennent d'Israël, là ça ne me va plus. Et je vise en particulier quelqu'un de précis, je vise Andreas Malm, qui est peut-être méconnu par les auditeurs, qui est une sorte d'écologiste radical qui a beaucoup inspiré Extinction Rébellion. Cet homme dit c'est l'auteur de Comment dynamiter un pipeline. Cet homme explique qu'il y a eu au 19e siècle 2 catastrophes. La première, c'est l'extraction du charbon à basse, qui affleure, qui peut être extrait sans qu'on ait à creuser. Général. Ça me va très bien. Et ensuite, que l'autre catastrophe, c'est l'installation d'Israël au Moyen-Orient pour préserver les intérêts occidentaux et les sources pétrolifères. Et là, ça me va plus du tout.
Je ne citerai pas toutes les perles qu'il enfile à la suite, mais si vous voulez, c'est très caractéristique d'un monde où finalement, comme on parle d'anthropocène, c'est-à-dire cet âge où l'homme est responsable de la catastrophe, eh bien là, ce serait le juif qui est responsable de la catastrophe. Et c'est à partir de ce moment-là que nos chemins se séparent, parce que je veux bien qu'il y ait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza, j'en suis persuadé, on va attendre la fin des enquêtes. En revanche, ce qui se passe à Gaza est aussi quelque chose qui se passe au Soudan, qui se passe au Yémen, qui se passe en Birmanie, et il ne faudrait pas transformer cet État en unique représentant des malheurs du monde. Alors je voudrais vous faire écouter un autre personnage. On change un peu de sujet, mais on reste quand même dans la judéo-obsession, vous allez tout de suite reconnaître. Puisque l'on a délibérément voulu créer une affaire Le Pen, comme il y eut au siècle dernier une affaire Dreyfus, permettez-moi de me livrer à l'autopsie du véritable complot dont j'ai été l'objet. Il vise à établir une équation entre Le Pen et Hitler. Le syndicat anti-Le Pen n'a qu'un objectif, c'est de le déguiser en grand Satan. Alors Guillaume Erner, l'affaire Dreyfus, cette histoire évidemment qui a marqué l'histoire de France, une des histoires fondatrices de la gauche française, l'affaire Dreyfus est utilisée dès que quelqu'un se sent injustement attaqué. Il y a deux choses importantes dans ce que vient de dire Le Pen. La première chose, c'est le retournement du stigmate, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une propension à l'extrême droite à dire les vrais déportés, les vrais exterminés, les vrais persécutés, c'est nous et pas les juifs. Et le deuxième point essentiel que vous venez de souligner, c'est que la France, ça n'est pas n'importe quelle tradition politique, c'est une tradition politique qui s'est construite à l'époque moderne sur un homme qui a été injustement accusé, et il a été injustement accusé parce que juif. Et c'est pour cela, si vous voulez, qu'à cette époque-là, la gauche se sépare en deux, pour dire les choses de manière sommaire. Jaurès qui défend Dreyfus, Jules Guesde qui considère que c'est un bourgeois, ce qui arrive aux bourgeois, voilà, ça n'est pas son affaire. Je crois qu'on voit très bien qui sont les héritiers de Jules Guesde et dans quelle mesure ceux qui aujourd'hui campent sur cette position eh bien, rejoindront Jules Guesde dans les oubliettes de l'ignorance. Alors, Sophie Bessis, je voudrais que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre de la part de Guillaume Erner. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a plusieurs traditions, Jaurès et Guesde, pourquoi pas. Maintenant, si je me réfère au présent, à ce qu'on dit depuis 1 an et demi à peu près, accuser l'extrême gauche d'un antisémitisme quasiment ontologique est à mon avis un scandale. Total. Je n'ai pas dit ça, Sophie. Non, je sais que tu n'as pas dit cela, mais je veux dire, il faut faire extrêmement attention. Mes invités se connaissent, ils se tutoient. Je vais parler à titre purement personnel. Si demain, il se passait une catastrophe en France du genre Vichy, je ne me réfugierai pas chez Marine Le Pen, je préfère aller me réfugier chez Mélenchon. Voilà, uniquement par prudence et par instinct vital. Et je crois que ça, il faut le rappeler. Qu'il y ait des dérapages, c'est incontestable. Il y avait un historien, qui est Michel Dreyfus, qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'antisémitisme à gauche », en disant « il n'y a pas d'antisémitisme de gauche, il y a un antisémitisme à gauche ». Ce qui n'est pas inintéressant comme... disons comme différentiel. Donc voilà, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Il est évident qu'à LFI, il y a des gens qui draguent les banlieues avec ce qu'il faut pour draguer les banlieues. Tout cela existe. Pour autant, qualifier l'extrême gauche d'antisémite est un scandale dont se repaissent la droite et l'extrême droite, qui sont évidemment sur ce plan totalement scandaleuses. Et je reviendrai, si vous voulez, sur ce rapprochement absolument délirant entre toutes les extrêmes droites du monde, qui ont comme ADN l'antisémitisme et le gouvernement actuel en Israël. On se retrouve dans quelques instants, nous sommes toujours avec Guillaume Erner et Sophie Bessis, et nous parlons de Haut sur France Inter. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Enquête de politique jusqu'à 19h, et nous sommes toujours avec Guillaume Erner et Sophie Bessis. Et Sophie Bessis, nous allons parler de la civilisation judéo-chrétienne. C'est un terme que vous prenez, que vous étudiez, que vous analysez, que vous déconstruisez, comme vous dites, pour reprendre ce terme qui est redevenu à la mode. La civilisation judéo-chrétienne,
c'est un mythe et c'est un abus, selon vous. Je préfère le terme d'abus. Ce terme convoque certaines occurrences savantes. Et la question judéo-chrétienne, ce couple, disons, a beaucoup été utilisé dans des études savantes, d'histoire des religions, etc., dans la mesure où, évidemment, le christianisme découle d'une matrice juive dans l'Antiquité et jusqu'à l'époque constantinienne, disons, il n'y a pas eu de rupture fondamentale, en tout cas jusqu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Mais disons, ce binôme judéo-chrétien est entré dans le langage courant assez récemment. Très récemment, 40 ans, vous dites. 40 ans, à peu près, une quarantaine d'années, dans la deuxième moitié des années 70, là, il envahit le langage courant. Et on ne parle plus que de civilisation judéo-chrétienne, de culture judéo-chrétienne. Moi, quand j'étais à l'école, vous me direz que ça fait assez longtemps, mais tout de même, on m'a toujours dit que l'Europe était gréco-latine. La civilisation européenne était gréco-latine. Et c'est ce qu'on nous apprenait. Donc c'est plutôt une référence profane et pas religieuse. Voilà. Alors, s'il y a deux choses, l'Europe gréco-latine n'est pas une Europe qui convoque le religieux pour exprimer un fait de culture. Voilà. Tandis que l'Europe judéo-chrétienne convoque le religieux pour exprimer un fait de culture. Alors, Sophie Bessis, vous allez nous expliquer ça, mais je vais d'abord vous faire entendre deux exemples. Premier exemple, l'utilisation ou la surutilisation du terme judéo-chrétien par nos hommes politiques. Et alors, la première salve de son que je voudrais vous faire entendre utilise ce terme, mais le balance en disant c'est une des parties de notre civilisation. Mais vous allez voir qu'il y a une deuxième salve qui va plus dans votre sens. Nous revendiquons en permanence aux origines judéo-chrétiennes, latines, le fait que nous descendons des Gaulois, ce qui n'a rien à voir, et nous avons un pays dont le nom, la France, est emprunté à d'autres tribus, les Francs. Dans notre mémoire, dans ce qui a fait l'Europe, il y a eu l'héritage judéo-chrétien, la Réforme, les Lumières, mais aussi la philosophie grecque, le droit romain. La France a des racines judéo-chrétiennes. Elles ne sont pas exclusives, et elles ne veulent pas dire que la France se réduit à cela, mais nous avons ces racines-là. Bon alors, première salle, vous avez reconnu Jacques Chirac, Jacques Delors et Emmanuel Macron qui utilisent ce terme, mais ils expliquent que la composante judéo-chrétienne n'est qu'un élément de notre civilisation. Mais attention aux mots, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juive et chrétienne, ou chrétienne et juive? Pourquoi est-ce que l'on construit cet accouplement? Vous allez nous expliquer, on comprend déjà pourquoi, pour peut-être exclure une troisième composante, vous allez nous l'expliquer. Je voudrais d'abord que vous entendiez une autre salve qui, à mon avis et de votre point de vue, est plus problématique. Le simple fait d'appartenir à une civilisation judéo-chrétienne, ou dans un mouvement massif d'immigration qui ne voit qu'on déracine complètement des gens, et qui se retrouvent sans aucune autorité, avec des familles souvent monoparentales, qui ne peuvent plus maîtriser des adolescents qui sont des jeunes hommes, qui n'écoutent plus rien et qui n'ont plus aucune limite. Ma conviction, c'est que nous avons une société, nous avons une culture, elle est judéo-chrétienne. C'est notre civilisation. Il faut inscrire nos racines judéo-chrétiennes dans la Constitution, je suis le seul à le dire. Nous avons face à nous une civilisation conquérante, et nous sommes la civilisation judéo-chrétienne restante, résiduelle. Et entre les juifs et les chrétiens, nous savons que nous devons nous tenir la main. Voilà, alors là nous avons Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, Éric Ciotti et Philippe de Villiers. Maintenant, pour cela, notre civilisation est quasiment exclusivement judéo-chrétienne. C'est d'autant plus intéressant, et votre livre qui sort le 12 mars est d'autant plus intéressant, que ces derniers temps, ces derniers jours, est relancé un débat sur l'identité française, ou plutôt l'identité de la France, proposé par François Bayrou. Comment vous réagissez à cette salve ? Cela va dans mon sens, c'est-à-dire une torsion de l'histoire, une falsification de l'histoire qui est tout à fait scandaleuse. Lévinas dit dans l'un de ses ouvrages, l'Europe est fille de la Grèce et de la Bible. Je trouve que c'est un bon résumé. Effectivement, la donnée grecque, dont on ne parle absolument pas, alors on l'a surutilisée pendant des décennies, c'était le matin grec, tout venait de la Grèce. On y mettait tout d'ailleurs dans la Grèce, parce que les nazis aussi ont utilisé les statues grecques. C'est-à-dire qu'il y a une obsession, pour reprendre le mot de Guillaume, dans la culture européenne, c'est d'oublier son Orient.
d'occulter totalement sa dimension orientale. Et je veux dire, les trois monothéismes sont nés au même endroit ou presque, c'est-à-dire au cœur de l'Orient. C'est bien ça d'ailleurs le problème d'Israël, c'est que Israël est au cœur de l'Orient et se veut un Occident au cœur même de l'Orient. C'est une des questions fondamentales de l'illégitimité actuelle d'Israël. Bon, donc c'est un scandale judéo-chrétien. Cela permet pour M. Retailleau, pour M. Sarkozy, d'occulter 2000 ans d'antisémitisme, d'exaction, oui, on entend Philippe de Villiers qui dit que les Juifs et les chrétiens se tiennent la main dès qu'il y a un danger. Alors 2000 ans de persécution anti-juive sont totalement passés sous silence grâce à l'accouplement judéo-chrétien. Ce qui est un pur scandale. Sans oublier, évidemment, que l'acmé de ces siècle d'antisémitisme a été le judéocide nazi, évidemment, avec la complicité active de la France et d'un certain nombre d'autres pays européens. Donc un phénomène d'occultation historique de quelque chose qui a structuré l'Europe. Parce que l'Europe, l'Occident chrétien, la première altérité à laquelle s'est confrontée la chrétienté, c'est l'altérité juive. C'était une altérité absolue. Quand on regarde tous les textes à partir de l'époque constantinienne, à peu près, puis le Haut Moyen-Âge, l'époque moderne, et donc maintenant on dit judéo-chrétien, c'est-à-dire oublier que l'altérité, ça a été d'abord l'altérité juive. Si vous voulez, le malheur des Juifs, comme le dit très bien Sophie, c'est que la chrétienté s'est construite sur le souvenir d'un Juif mort. C'est comme Dreyfus pour la politique française. C'est une sorte de malédiction. Qu'est-ce que l'on peut faire de ce Juif ? Alors, on peut considérer que les Juifs sont de trop, comme le disent les premiers chrétiens, mais on ne peut pas complètement les supprimer parce qu'ils sont les témoins de la passion du Christ. Donc, il va y avoir la solution fournie par saint Augustin. Il faut conserver des Juifs, mais il ne faut pas que ceux-ci soient trop confortables dans la chrétienté, parce que sinon, évidemment, on va considérer que ce sont... Tous les statuts spécifiques qu'ils ont eus. Si vous voulez, pour moi, avant, donc évidemment, la Shoah, l'acmé de tout cela, c'est 1492, c'est-à-dire l'expulsion des Juifs d'Espagne, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la solution pour les Juifs, c'est de ne plus pouvoir se convertir avec un statut extrêmement important qui est le statut de pureté du sang de limpieza de sangre. Alors c'est à la limpieza de sangre, c'est un décret. Tout. Voilà. Parce alors que là, je renvoie nos auditeurs un petit peu à notre série sur le racisme où nous parlons de ce statut. De la limpieza de sangre. Alors, mais ce qui est intéressant, 1492, la fin de la Reconquista, ce qui est très intéressant, où sont allés les Juifs ibériques ? Au sud de la Méditerranée, dans l'Empire ottoman, jusqu'au Balkan, qui étaient des possessions ottomanes. Il y a eu très très peu de migration juive vers le nord. Ben non, puisqu'ils avaient été expulsés déjà. Bien entendu. Ils avaient été largement expulsés. J'entends vers le nord, c'est-à-dire vers la France, vers l'Italie. Revenons à notre sujet. Le terme, c'est l'objet de l'émission, d'observer les termes utilisés dans nos débats. Le terme judéo-chrétien, il est problématique maintenant, aujourd'hui, pour vous aussi. Vous nous avez expliqué par rapport au passé avec l'antisémitisme, etc. Mais aussi aujourd'hui. Alors, on en était à la deuxième ou la troisième. Oui, la première, c'est cette occultation. Voilà. Deuxièmement, le judaïsme est une religion que l'on peut qualifier de tribale, presque, c'est le peuple élu, mais qui a énoncé les premiers universaux moraux. Donc, dire judéo-chrétien, c'est s'approprier l'origine de ces universaux. C'est plus les juifs, c'est le judéo-chrétien, c'est la chrétienté, donc il n'y a plus. Ça, c'est très important aussi. Ça permet de rapatrier dans l'espace occidental la formulation des premiers universaux. La formulation des premiers universaux, c'est en Orient que ça s'est passé. C'est pas en Occident. Ensuite, tout de même, le monothéisme a 3 pieds. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Qui a été présente aussi en Occident longtemps. Oui, effectivement. Et donc, judéo-chrétien est une façon d'expulser totalement l'islam du complexe monothéiste, si l'on peut dire. Alors que si l'on lit le Coran a une sourate entière consacrée à Marie. Il y a plus d'occurrences d'Abraham que de Mahomet. Le Coran reprend, la Bible reprend toute la mythologie biblique. Bon, et évidemment, c'est une des versions
du monothéisme. Et le troisième élément, c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus dans le sujet d'aujourd'hui, qui a un rapport avec les concurrences victimaires, c'est ce repli vers une identité religieuse. Quand on parle d'identité judéo-chrétienne, eh bien, on énonce des propos religieux, on oublie les Lumières, on oublie évidemment les Grecs et les Latins, et puis les Lumières. Non, puis on oublie toute la construction d'une civilisation profane, également, tout de même. Et la construction d'une civilisation profane à partir des Lumières, et même à partir de la Renaissance, si l'on veut. L'Europe s'est définie, dans ce texte que j'ai écrit, je m'y attarde un petit peu, si vous voulez, par la sécularisation. Par la sécularisation, donc elle n'est pas seulement... D'abord, elle serait peut-être... Il y a une matrice juive, il y a évidemment la chrétienté est absolument fondamentale dans la construction européenne, et il y a la sécularisation, il y a la laïcisation. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce type de discours que vous venez de nous faire écouter, c'est qu'en même temps, il y a une définition exclusive, excluante de la laïcité, totalement. La République n'est que laïque, elle est laïque, mais elle est judéo-chrétienne. Alors, il faudrait savoir si elle est laïque ou si elle est judéo-chrétienne. Il y a des accouplements qui sont des oxymores. Ça, il y a la solution de Marcel Gauchet qui considère que c'est la chrétienté qui fait l'apprentissage de la laïcité. Je ne suis pas d'accord avec Gauchet. Gauchet dit exactement la chrétienté est la religion qui permet de sortir de la religion. La religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire qu'en fait, par son universalisme, c'est une religion qui est une sorte d'apprentissage de la laïcité. Oui, enfin, moi je ne partage pas les lumières filles de la chrétienté. Parce que, pourquoi je ne partage... Si je peux dire juste un mot, c'est que le sécularisme, si on prend encore l'histoire longue, la Renaissance européenne s'est abreuvée d'Averroès. C'est abreuvé de Ibn Rushd, qu'on appelle en français Averroès, penseur du XIIe siècle, penseur cordouan du XIIe siècle, qui justement, un des apports d'Averroès extrêmement important, c'est la raison est indépendante de la foi. Et donc il y a eu toute une école dans les universités catalanes et du midi de la France, Montpellier, Rennes, etc., qui s'est appelée l'avéroïsme. Et l'avéroïsme a nourri également cela. Donc, il n'y a pas de spécificité chrétienne dans l'arrivée. Alors, est-ce qu'on devrait dire... Tu pourrais dire la même chose avec Rachi. Tu pourrais dire la même chose avec Rachi. Rachi, le sage principal du judaïsme, est né à 3 au XIe siècle. Personne ne le sait. On ne sait pas qu'il a écrit en français. Donc les juifs, les chrétiens et les musulmans tout dépend de la lecture. Sont les ferments des Lumières finalement. Donc est-ce qu'on devrait dire qu'on est issu d'une civilisation judéo-chrétienne musulmane? On appelle ça la civilisation du livre. La civilisation du livre, voilà. La civilisation du livre et des Grecs et des Latins. Les juifs et les chrétiens, Ahl el-Kitab, les gens du livre. Et dans le droit positif musulman, parce que la charia, ça n'existe pas. Bon, je veux dire, ça existe un peu trop, mais enfin, c'est un mythe là encore. Oui. Mais dans le droit positif musulman, les chrétiens et les juifs sont les gens du livre. Ça veut dire que ce ne sont pas des païens, mais ils n'ont pas reçu la totalité de la révélation. Voilà ce que veut dire les gens du livre. Et le statut des juifs et des chrétiens dans le droit musulman classique, ce sont des gens qui ont reçu une partie de la révélation, mais qui ont refusé de recevoir la dernière, c'est-à-dire le scellement de la prophétie. Nous sommes toujours avec Guillaume Erner et Sophie Bessis jusqu'à 19h. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors pour finir, Guillaume Erner et Sophie Bessis, je voudrais vous entendre sur ce concept de conflit victimaire. C'est un concept qui est très débattu. Il y a 2 victimes, des minorités sont victimes, mais les musulmans et les juifs subissent une explosion. Vous parlez de la France dans ce cas. En France, une explosion de l'antisémitisme. Il y a plusieurs formes de racisme. Le racisme que subissent les musulmans n'est pas de même nature que celui que subissent les juifs. Non, on peut trouver un logement. Il n'a pas la même histoire, mais le vécu. Il n'a pas non plus la même physionomie. Il n'a pas la même physionomie. Si on reprend l'histoire, il y a 2 choses très importantes à ce sujet. D'abord,
l'antisémitisme a donné naissance à une métaphysique, la métaphysique hitlérienne, qui était une variable d'explication du monde. L'antisémitisme n'était pas seulement un racisme, c'était aussi une utopie. Alors évidemment, une dystopie terrible, mais l'idée qu'on allait faire le bien dans le monde en supprimant les juifs, ça a donné le nazisme. Et ça, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est unique dans l'histoire de l'humanité, cette forme-là. Oui. Ça n'est pas seulement donc une discrimination fut-elle dure, une extermination fut-elle dure. Les autres racistes, aussi... utilisons les autres races. Voilà. Et le deuxième point qui est essentiel, c'est que nous avons loupé, et je le dis avec toute la douleur nécessaire, l'enseignement de la Shoah. C'est-à-dire que pendant une période, on n'a rien dit au sujet de la Shoah. Pendant une autre période, peut-être qu'on a trop martelé ce qu'on appelait le devoir de mémoire, alors que le devoir de mémoire, ce n'est pas un devoir, c'est une volonté ou pas de se remémorer les choses. Et aujourd'hui, la Shoah est devenue un symbole. C'est effectivement un symbole, y compris pour les pays qui la nient, je pense à l'Iran, mais c'est un symbole qui, hélas, est incompris puisqu'il est complètement déconnecté et de l'histoire et du sort des Juifs. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on a, hélas, loupé cet épisode. Sur cette concurrence, des mémoires et d'abord dire qu'effectivement... Et sur ce repli identitaire et religieux que vous dénoncez dans un autre livre. Effectivement, c'est un repli. Je ne parle pas du repli religieux, bien sûr, il existe, mais du repli fondamentaliste. Pourquoi, aujourd'hui, chacun des trois monothéismes, et on pourrait aller bien au-delà. Si on prend M. Narendra Modi en Inde, nous avons affaire à un fondamentalisme hindouiste. Donc, ça sort même de l'ère monothéiste. Pourquoi, aujourd'hui, chaque religion a sa version fondamentaliste qui a une capacité de nuisance absolue? Chacune des versions du fondamentalisme. Il n'y a pas un fondamentalisme moins dangereux que l'autre. Ça, je n'y crois absolument pas. Tous les fondamentalismes leurs modalités ne sont pas les mêmes, ils sont tous également dangereux. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, ce retour du religieux, on peut l'expliquer par plusieurs causes. Je n'en donnerai qu'une, qui est évidemment la ruine, la fin des messianismes laïques avec la fin du communisme. Alors évidemment, à partir des années 1980, cette faillite de ce grand messianisme séculier qu'a été le communisme, les fondamentalismes religieux se sont glissés dans cette faille et ont commencé à devenir hégémoniques. Quand on regarde le fondamentalisme musulman islamique, par exemple, certes, il a été créé par Hassan al-Banna, les frères musulmans en 1928 en Égypte, mais enfin, il a été extrêmement canalisé jusqu'à la fin des années 1970. Il était tout à fait... Alors, il y a deux causes essentielles. Effectivement, la fin du messianisme laïque et le pétrole. Et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux, jusqu'aux grands attentats, ont laissé se déployer ce fondamentalisme religieux parce qu'il y avait le pétrole et qu'il ne fallait pas fâcher les monarchies du Golfe. N'oublions pas la responsabilité extrême, extraordinaire des Occidentaux dans la montée du fondamentalisme islamique. Et je voudrais qu'on ne l'oublie pas parce qu'elle est extrêmement importante. Oui, juste un point pour développer. Les fondamentalismes sont effectivement dangereux comme toutes les religions politiques, mais aujourd'hui, il y a un fondamentalisme qui est en pointe, c'est le fondamentalisme musulman. Celui-ci, il est incontestablement le plus sanguinaire, c'est celui qui pose problème. Le fondamentalisme juif est utilisé par les colons, notamment. A tué 50 000 personnes à Gaza, ça fait quand même du monde. J'allais le dire, Sophie. J'allais dire que le fondamentalisme juif est utilisé par les politiques israéliens. Vous venez d'illustrer le propos sur la concurrence victimaire par votre petit échange, c'est très intéressant. J'ai pas une mauvaise mémoire, j'en aurais parlé du fondamentalisme juif, le fondamentalisme chrétien, parce que c'est finalement celui que je voulais sauver. Oui, mais pour l'instant, celui-ci guide la politique de Trump, alors qu'on dit injustement qu'elle est dictée par les Juifs, mais il n'a pas donné lieu, que je sache, à un terrorisme quelconque. Pas un terrorisme, mais écoutez ça. Nous devons replacer la religion au premier plan. Elle doit revenir beaucoup plus forte. Je ne vois vraiment pas comment on peut être heureux sans religion. Je ne vois vraiment pas. Donc laissons la religion revenir. Laissons Dieu revenir dans nos vies. Guillaume Erner, là on a
des chrétiens fondamentalistes. Alors évidemment, il n'y a pas de terrorisme chrétien. Il y a eu une action assez agressive dans le monde de Donald Trump en ce moment qui déstabilise notre monde au nom de Dieu aussi. Donc il y a sa forme. Il y a sa forme. Ça, au nom des Juifs. Parce que le problème, c'est que Donald Trump est judéo-obsédé. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de Gaza, il parle des Juifs. En réalité, comme le disait le poète palestinien Mahmoud Darwish, si les Palestiniens avaient eu d'autres ennemis que les Juifs, ils n'auraient pas été pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle cette question juive, elle est aujourd'hui, hélas, centrale dans le monde entier, même, et je le rappelle parce que c'est important, même si Donald Trump ne le fait pas pour les électeurs juifs votent démocrates à 80% aux États-Unis. Alors, un mot. Justement, ces évangéliques que Trump utilise, bien entendu, puisque c'est quand même une bonne partie de son électorat, sont ce que j'appelle des antisémites sionistes. Ce sont des antisémites, dans la mesure où vous savez très bien leur lecture littéraliste des Écritures, qui est que il faut que tous les Juifs retournent en Terre Sainte pour être convertis collectivement au christianisme par la force si nécessaire, pour que puisse advenir la seconde venue de Jésus sur terre. Donc nous avons aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, ces extrêmes droites, dont fait partie Trump, bien entendu, c'est un sionisme antisémite. Parce que leur antisémitisme n'a pas disparu, il prend des formes nouvelles, des formes particulières, mais c'est fondamentalement antisémite, ce sionisme-là. Bah voilà, chers auditeurs, pour aller plus loin sur ces sujets que nous venons de traiter, vous avez 3 livres à lire. Judéobsession de Guillaume Erner chez Flammarion, Civilisation judéo-chrétienne, Anatomie d'une imposture aux éditions Les Liens qui libèrent, ça sort le 12 mars, et La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands aux éditions Rive-Neuve. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, documentation sonore Franck Olivard, à la technique Théo Delobader et Gaspard Guy Bourget, et à la programmation musicale Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont bien sûr disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve dimanche prochain, donc après le journal de 18h. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.